Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à l'épisode précédent, qui était l'épisode de rentrée. Vous êtes toujours bel et bien là, donc je suis ravie. Du coup, je voulais juste vous dire, si vous aimez un épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à le partager sur Facebook, sur Twitter ou dans votre story Instagram. Ça permet de le faire connaître à d'autres qui pourraient aimer aussi et moi, de partager l'engouement qu'il peut y avoir autour de telle ou telle personnalité. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Bonne écoute! Si vous êtes le genre qui n'ose pas entrer dans une galerie d'art, cet épisode est fait pour vous car je reçois François-Xavier Trancard, le cofondateur de Artspur, le premier site de vente en ligne d'art contemporain. Pas besoin de bouger de chez vous, Artspur propose plus de 100 000 œuvres minutieusement choisies via des galeries partenaires. Un concept novateur qui permet de démocratiser, voire de désacraliser, le marché de l'art contemporain en le rendant plus accessible, que ce soit en termes de mode d'achat grâce à Internet ou de prix, et de connecter grand public, amateurs, collectionneurs et marchands. Un épisode enregistré non pas dans une galerie, mais à l'hôtel Panache, tout aussi inspirant. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Avant de se lancer dans des axes de discussion divers et variés, je voulais être certaine de bien avoir compris le concept Artspur. Donc vous êtes un site de vente en ligne d'art contemporain, mais vous ne vendez pas en direct les œuvres d'art. Vous êtes ce qu'on appelle une marketplace, c'est-à-dire une plateforme en ligne qui met en relation des galeries avec les internautes, les amateurs d'art. C'est bien ça ? Exactement. On travaille avec environ 1800 galeries dans le monde entier. Chaque galerie a son propre espace sur Artspur et peut gérer son catalogue, mettre en ligne son stock, ses artistes, ses nouvelles œuvres. Et tout amateur d'art peut passer commande directement sur la plateforme. Et nous, effectivement, on est une marketplace, on a un intermédiaire et on vient prendre une commission sur chaque vente. Mais pourquoi vous ne vendez pas en direct les œuvres d'art des artistes ? En direct avec les artistes, tout simplement parce que nous, notre mission de base, c'était de montrer le travail de la galerie, mettre en avant ces galeries, leur offrir une visibilité supplémentaire. Elles font un travail absolument exceptionnel de sélection, d'aller dénicher des nouveaux artistes, d'accompagner des artistes dans des expositions, dans des collections, dans des musées. Et nous, on voulait mettre ça en avant et que ça soit accessible à tous. Alors, comment vous est venue cette bonne idée ? L'idée est assez simple, on partait du principe Je dis vous et tu dis on parce que vous étiez deux à la base. Exactement. On a lancé, c'est mon cofondateur Hugo Mullier qui a eu l'idée en stage à New York en voyant des sites américains se lancer comme Artsy, Artspace. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, le marché de l'art n'avait pas encore connu sa digitalisation. Et ça nous paraissait assez aberrant. On avait 24 ans à l'époque. On est ce qu'on appelle, nous, à la base, des amateurs d'art non initiés. On allait dans les grosses galeries, dans des expos, mais on ne se sentait pas forcément toujours à l'aise. Et on trouvait qu'il manquait un relais supplémentaire pour pouvoir accéder à tout ce catalogue d'œuvres et de galeries. Et surtout, c'est un marché qui est complètement global aujourd'hui. Et si on n'a pas la chance de pouvoir voyager ou d'habiter dans des grosses villes, on ne peut pas forcément avoir accès à tout cela. Jeune, tu étais toi déjà très sensible à l'art, tu es un passionné ou tu as découvert ça avec l'aventure d'Artspur ? Alors on va dire que j'avais une sensibilité, je vais pas dire le mot passion de base, mais j'avais une grosse sensibilité. Et c'est assez marrant, on a fait un site un peu pour nous ressembler, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait histoire de l'art, on n'est pas à l'époque, maintenant on est devenu un peu plus expert heureusement, mais on n'était pas des rockstars de l'art contemporain, on n'avait pas forcément toutes les connaissances, toutes les clés, et c'est justement aussi pour ça que c'était intéressant de lancer un site qui nous ressemblait, parce qu'on voyait qu'autour de nous, ou même dans les amis de nos parents, beaucoup de gens avaient envie de sauter le pas, mais ne savaient pas vraiment par où commencer. Alors au tout début d'Artspur, c'était il y a 6 ans, il a fallu chercher ces galeries, t'en parlais. Comment vous avez été accueillis dans le monde de l'art ? Comment vous avez abordé ces galeries avec un discours complètement nouveau et l'idée de vendre en ligne des œuvres d'art, ça se faisait pas beaucoup encore en France, voire pas du tout ? C'est assez marrant parce que effectivement quand on y repense et quand on fait un peu la rétrospective d'Artspur, quand on allait voir les galeries ou même quand on allait voir des personnes du monde de l'art pour dire qu'on souhaitait faire un site e-commerce de vente d'œuvres d'art, tout le monde nous a accueillis de manière bienveillante, mais c'était surtout des yeux ronds et beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude par rapport à Internet.
Les galeries avaient peur qu'Internet vienne les remplacer, qu'elles deviennent dépendantes. Et nous, notre discours, ça a été justement de prouver que Internet était plus un canal de vente complémentaire et que ça ne viendrait pas du tout cannibaliser leur travail existant, leur réseau existant. Et justement, on était là pour ouvrir à des nouvelles personnes, des nouveaux collectionneurs, des nouveaux acheteurs. Et c'est ce qu'on a prouvé année après année. Mais au début, ça a été un travail de fourmi et quelques galeries nous ont fait confiance. Et petit à petit, voilà, il y a eu un effet de boule de neige. On a prouvé qu'il y avait un vrai marché. Et aujourd'hui, les galeries ne nous voient pas du tout comme un concurrent, mais effectivement comme un partenaire et une autre forme de vente aussi pour développer leur réseau, notamment à l'international. Comment vous les trouvez, ces galeries ? Alors à l'époque, au lancement, on faisait du porte-à-porte avec mon associé dans Paris. Aujourd'hui, on a une équipe justement qui vient recruter ces galeries, qui vient les identifier. On regarde surtout la sélection des foires d'art contemporain à travers le monde. On regarde aussi aujourd'hui avec notre historique et la data qu'on peut avoir sur les artistes qui marchent, les courants qui fonctionnent, et on essaye de trouver un peu ces galeries qui les représentent, et on les contacte et on les prospecte de manière assez classique. Mais on va dire qu'aujourd'hui c'est un peu plus facile parce qu'on a 1800 galeries, on a des chiffres, on a un historique, et voilà. Et aujourd'hui c'est plus une discussion sur est-ce que la galerie a envie de vendre en ligne ou pas. Il y a encore quelques réticences, mais sur le business model de fond, elles ont toutes compris qu'il y avait un intérêt à être visible. Aussi, on ne vend pas que l'achat d'art, on vend aussi la visibilité sur Internet. Aujourd'hui, on est bien référencé. Les galeries n'ont pas forcément les équipes pour se référencer en ligne et être visibles, et c'est ce qu'on leur propose aussi. Et vous avez d'autres critères ? On a des critères purement déontologiques, c'est-à-dire qu'on a une charte qu'on impose à nos galeries quand elles nous rejoignent. C'est le respect du travail des artistes, le respect des œuvres, que la galerie paye bien ses artistes, qu'il n'y ait jamais eu de problème de justice, que sur les certificats d'authenticité, on a un contrôle, on a une vérification. Et après, comme tout site e-commerce, on a aussi un système en interne de notation, c'est-à-dire qu'une galerie qui ne respecte pas les délais, qui ne respecte pas les bonnes informations, qui ne respecte pas le client final, voilà, on ne travaille plus avec elle ou on ne travaille pas avec elle. C'est surtout ces critères-là qui viennent ensuite. Alors, ce sont des galeries d'art contemporain. C'est quoi l'art contemporain ? Je pense qu'il n'y a pas une seule bonne définition de l'art contemporain, parce que beaucoup parlent de l'art moderne après-guerre et ensuite de l'art contemporain à partir des années 70. Nous, sur Artspur, on est assez large. C'est vraiment après 1945 jusqu'à aujourd'hui. C'est pas que des artistes vivants, et c'est aussi un petit peu d'art moderne. C'est-à-dire qu'on va vendre sur Artspur des éditions de Picasso, Dali. Et l'art contemporain, c'est pas. On a tendance, quand on dit art contemporain, tout le monde s'imagine Jeff Koons ou des choses très conceptuelles ou très minimalistes. C'est aussi tout ce qui est street art, c'est aussi tout ce qui est photographie. Voilà, oui, voilà, ce ne sont pas uniquement des tableaux, ça peut être de la sculpture, des photographies. On vend tout médium sur Artspur, du dessin, de la sculpture, de la peinture. La seule chose qu'on ne fait pas, c'est des installations, parce que c'est compliqué déjà à mettre en avant sur Artspur, et aussi pour des problèmes logistiques. Et tout ce qui est vidéo, aujourd'hui on ne fait pas. C'est un marché quand même qui reste de niche, et c'est assez compliqué. Est-ce que le marché de l'art en ligne, ça a bousculé les codes du marché de l'art tout court ? Complètement. Ce qui est assez marrant, c'est que on venait pas de ce marché-là, on venait pas de ce milieu-là, et du coup on arrive un peu avec nos gros sabots en disant nous on va faire ça, et on a plus essayé d'imposer au marché de l'art les codes du e-commerce plutôt que mettre les codes du marché de l'art en ligne. Et du coup c'était assez intéressant parce que les galeries sont assez frileuses par exemple à communiquer leurs prix. Quand on fait la vente en ligne directement, si on n'a pas les prix, c'est un peu compliqué. Du coup, rien que ça a été un vrai challenge. Et aujourd'hui, on arrive à imposer aux galeries de communiquer sur les prix, d'avoir les prix en ligne. Je ne vais pas dire que c'est que Artspur qui a participé à ça, mais du coup, il y a une plus grande transparence à ce niveau-là. Ce n'était pas du tout une opacité qui était, on va dire, pour cacher ou etc. Mais il y avait, c'était un code du marché de l'art, on ne communiquait pas forcément les prix. Aujourd'hui, sur Artspur, sur des œuvres d'entre 500 et 20 000 euros, vous avez les prix des artistes, vous pouvez avoir une idée des cotes, et je pense que ça participe à une meilleure transparence et à une meilleure fluidité de l'information sur le marché de l'art. Ça permet de comparer, ça permet aussi de voir des évolutions. Nous, on le voit en 5 ans, des artistes qui étaient vendus à 4 000 – 5 000 euros il y a 2-3 ans, qui aujourd'hui ont passé la barre des 10 000. Donc voilà, il y a une vraie transparence, et c'est une mine d'informations supplémentaires pour le marché de l'art. Et est-ce que ça ne désacralise pas une œuvre, justement, de la voir en ligne avec le prix affiché ? C'est comme si on allait acheter, moi je suis une fille, une petite robe noire sur Zara.com. L'idée de départ, c'est un peu ça aussi, c'est de donner plus d'accessibilité. C'était surtout décomplexer l'achat d'art. On parle beaucoup de démocratisation. Je ne suis pas un gros fan de ce mot parce qu'au final, les galeries sont ouvertes, c'est gratuit, tout le monde peut y aller. C'est plus décomplexé, et Internet permet ça, d'avoir le prix.
on n'a pas de mauvaise surprise. On se rend aussi compte à l'inverse que certaines œuvres, au final, ça reste accessible. On a des choses à 200, 300 euros sur Artspur. Je dis accessible, ça reste des budgets assez élevés, mais ça permet de désacraliser, on va dire, mais dans le bon sens du terme, et que les gens se disent, au final, pour le même prix qu'une photo dans une grande enseigne, je peux acheter un dessin d'un jeune artiste et le suivre. Donc je pense que c'est quelque chose de positif. Et après, il y a un effet, et moi le premier, la plupart des œuvres, je les vois avant sur Artspur, avant d'aller en vernissage ou de les revoir sur des foires. Et il y a un vrai effet, contrairement à quand on commande une robe sur Zara ou autre, quand on reçoit l'œuvre chez soi, si on a eu un coup de cœur derrière son écran, derrière son mobile sur une œuvre, quand vous la recevez encadrée, que vous l'accrochez, il y a vraiment un effet waouh qu'on n'a pas sur le reste des sites e-commerce. Donc c'est assez dingue. S'il n'y a pas cet effet waouh et que ça ne nous plaît pas, moi ma robe Zara, je la renvoie. Vous pouvez renvoyer, on est soumis aux mêmes règles que n'importe quel site e-commerce. Donc, et c'est devenu aujourd'hui un argument de vente. On joue sur ce côté tiers de confiance. Pour être tout à fait franc, au départ, c'était un axe qui nous faisait un peu peur dans notre business model. C'est-à-dire si on commence à devoir gérer des dizaines et des dizaines et des dizaines de retours, aujourd'hui, des retours pour insatisfaction sur Artspur, c'est quasiment inexistant. C'est quelque chose où on ne se pose même plus la question, on n'a même plus peur de ça parce que ça arrive. Ça arrive parce que parfois on n'avait pas forcément bien lu, etc. Et on gère, Artspur prend les retours à sa charge. C'est gratuit, c'est même un argument de vente aujourd'hui. On dit aux gens, si vous avez un doute, commandez l'œuvre sur Artspur. Vous pouvez la garder 14 jours chez vous, vous pouvez vous habituer à vivre. Ça, c'est aussi important. Quand vous achetez une œuvre, on a beau l'aimer, une fois qu'elle est chez nous, peut-être c'est peut-être un peu trop fort. Le sujet, c'est un peu dark. Du coup, je vais faire... Où on a aussi des retours parfois pour insatisfaction. Mes enfants détestent ce que j'ai accroché. Du coup, ça arrive plusieurs fois, ça. Du coup, je suis désolé. Et voilà, donc on peut vivre un peu avec l'œuvre et on est soumis aux mêmes lois que le e-commerce classique. Il y a 14 jours de rétractation, retour gratuit. Et ça se passe très bien. Parce que vous connaissez le comportement des gens qui achètent? Parce que dans une galerie, j'imagine qu'on vient, on regarde, on s'en va, on revient. Est-ce que là, vous savez, s'ils se renseignent, ils achètent du premier coup, en termes de visite? C'est assez marrant parce que c'est malheureusement pour nous, parce que ça serait encore plus simple à développer Artspur si on avait toutes ces données-là, c'est qu'il n'y a pas un profil type. Et il y a des comportements, il y a des personnes qui sont inscrites sur Artspur depuis 3 ans, qui ont passé leur première commande aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui viennent le jeudi et qui vont craquer pour 4 œuvres le vendredi. C'est assez disparate, mais effectivement, il y a toujours... et nous, on force les galeries à donner un maximum d'informations le plus possible. Il y a des gens qui vont chercher des informations très techniques, des gens qui vont chercher plus des informations autour de l'histoire de l'artiste, avoir une histoire à raconter, et d'autres personnes qui mettent plus de temps que d'autres à se décider. Mais globalement, le chemin de décision est assez rapide. Et c'est souvent soit des gens qui ont un coup de cœur, qui vont se balader sur Artspur, qui vont flasher sur un artiste. Et après, il y a aussi des gens qui connaissent déjà un artiste, qui cherchent absolument à avoir chez eux un dessin de tel ou tel artiste ou une lithographie de Murakami, par exemple, et qui vont acheter, qui vont trouver sur Artspur leur bonheur. Voilà. Et on est aussi pas mal à l'actu. C'est assez marrant quand il y a des grosses expositions, par exemple au Centre Pompidou, il y a eu Vasarely. Pendant 4 mois, on vendait des éditions de Vasarely assez régulièrement. Quand il y a un artiste qui est un peu où il y a un focus, un zoom dans l'actu pour X raisons. On a une anecdote assez marrante à ce sujet, c'est dans le bureau d'Emmanuel Macron, il y a une peinture Marianne de Aubet, de Shepard Fairey, et on vend l'édition sur Artspur. Et le premier jeu, il y a 2 ans, quand elle est passée à la télé, il a fait son discours, elle est passée à la télé, on en a vendu une 20aine dans la foulée. Donc il y a aussi un effet complètement, parfois un peu, je vais dire irrationnel, mais presque. Et voilà, donc ça c'est aussi marrant. Et comment vous gagnez de l'argent? Quel est le business model? Ou c'est un pourcentage sur le prix de l'œuvre ou vous avez un fixe avec les galeries? Les deux, c'est la beauté du modèle. On prend une commission sur chaque vente qui passe sur la plateforme. Et après, on a un modèle un peu qui n'est pas forcément visible de l'utilisateur final, mais un modèle SaaS, c'est-à-dire que chaque galerie a son espace. On leur offre des fonctionnalités de gestion, on leur offre des fonctionnalités de mise en avant. Elles peuvent mettre en ligne leurs expositions et petit à petit on développe pas mal d'outils pour aussi les accompagner dans cette digitalisation et du coup certains services sont payants et du coup on a aussi un modèle SaaS derrière qui tourne. D'accord. Et comment se fixent et se justifient les prix des œuvres? J'ai regardé par exemple, moi j'y connais pas grand-chose en art contemporain, j'ai regardé dessin aquarelle, je vois qu'il y en a certaines qui sont à 300 et d'autres à 15 000. C'est quoi? C'est la notoriété de l'artiste? Sur tout ça? Alors déjà, il y a un point important, j'aurais dû le préciser tout à l'heure, c'est que sur Artspur, c'est les mêmes prix qu'en galerie. Ça fait partie des
des conditions, et c'est déjà arrivé qu'on arrête de travailler avec certaines galeries qui ne respectaient pas cet engagement. Le prix que vous voyez sur Artspur, si vous allez en galerie, ça sera le prix affiché, et on a tout un système et on veille à ça chez Artspur. Effectivement, après, les prix du marché de l'art, c'est souvent pour des jeunes artistes, c'est les galeries qui les fixent, et puis petit à petit, au fur et à mesure des expositions, si l'artiste rentre dans une collection, si l'artiste rentre dans un musée, sa cote va évoluer. Et pour des artistes beaucoup plus confirmés internationaux, il y a aussi les codes des ventes aux enchères qui viennent aussi relever les prix. Mais effectivement, sur un dessin, par exemple, on va avoir un jeune artiste qui va faire un format, je sais pas, 60 par 60 à 400 €, et le même format de Jean Cocteau va être à 15 000 €. Donc c'est vraiment souvent la renommée de l'artiste. La renommée de la galerie aussi est importante. Il y a des galeries qui sont mondialement connues, qui ont un réseau de collectionneurs important et qui peuvent justement accompagner des artistes et faire monter leur cote. Quel est le panier moyen, entre guillemets, sur le site ? Est-ce qu'on est prêt à mettre 8 000 € par exemple à acheter en ligne Alors le panier moyen sur Artspur, il est à 1 500 € et c'est assez marrant parce qu'il est assez flat au fil des mois. Et c'est parce qu'on fait beaucoup de volume sur des œuvres entre 500 et 1 000 €. Et un peu plus. Et par contre, effectivement, on peut monter sur des œuvres à 8, C'est 10, pas tous les 15 jours 000. qu'il y a 8 000 ou 10 000 €. Entre 5 et 10 000, c'est quasiment tous les jours. Ah oui. Après, quand on fait des ventes à plus de 20 000, c'est un peu moins fréquent, mais ça arrive aussi régulièrement. Et pour la petite histoire, la plus grosse vente en ligne sur Artspur, c'est 90 000 € par carte bleue, sans problème, zéro plafond, zéro problème de banque. Et ça arrive pas tous les jours malheureusement, mais on a eu quelques très belles ventes à ces alentours-là. Mais le record pour l'instant qui n'a pas encore été battu, si quelqu'un veut le battre, c'est 92 000 exactement €. Souvent dans les galeries, on négocie les prix. Est-ce que c'est possible chez vous ou du coup pas du tout ? Alors si justement on a développé, parce que quand on s'est lancé c'était pas possible et c'était un argument, beaucoup de personnes disaient mais moi si je vais en galerie je sais que je peux obtenir 5, 10, parfois non, c'est pas forcément monnaie courante. Il y a aussi certains artistes qui marchent très bien et la galerie vous dira ah non, c'est non négociable, j'ai déjà une liste d'attente. Donc ça arrive régulièrement dans des bonnes galeries pour des artistes un peu en vogue. Et du coup on a développé un module de faire une offre, un make an offer sur Artspur, où sur certaines œuvres, c'est la galerie qui vient préciser si l'œuvre ou non est négociable ou peut être négociée, et vous pouvez proposer un prix. Et le modèle est assez simple, vous proposez un prix, vous payez votre œuvre comme une transaction normale, et la galerie vous répond sous 24 heures. Si elle accepte, vous êtes débité et l'œuvre vous est livrée dans les jours qui suivent. Elle peut refuser en disant finalement non, pas à ce prix-là, et elle peut vous faire une contre-offre. Et ça, c'est quelque chose qui nous a aussi permis d'accélérer parce que c'est un comportement qu'on a en galerie. On sait qu'on peut toujours négocier, ou si on prend 2 œuvres, on peut négocier les prix. Du coup, on l'a remis en ligne. Et effectivement, ça facilite aussi certaines transactions, surtout sur des paniers à plus de 2 000 à 3 000 € où c'est toujours bien d'avoir une petite remise, mais en tout cas, c'est possible. Et les œuvres sur Artspur où il n'y a pas cette option de négociation, c'est parce que l'artiste soit exposé actuellement, soit y a pas la galerie sait qu'elle le vendra et qu'il n'y a pas besoin de proposer ça. Oui, parce que le client est en contact direct avec la galerie ou avec vous ? Avec nous, c'est ça qui est important. Nous, on est vraiment l'intermédiaire, le tiers de confiance, un peu comme, je veux dire, c'est un peu le même principe que Amazon quand vous achetez un vendeur tiers, c'est-à-dire que s'il y a un litige, nous on vient se mettre entre les deux, on vient suivre aussi. S'il y a des retards, c'est nous qui relançons les galeries. Et surtout, le point important, c'est que tant que vous n'êtes pas livré avec vos certificats d'authenticité, avec votre facture, que les 14 jours de rétractation ne sont pas passés, Artspur a l'argent sur un compte sous séquestre et la galerie n'est pas remboursée. Donc c'est aussi un axe important pour les clients. Pourquoi passer par Artspur ? C'est que vous avez une sécurité supplémentaire. Les galeries sont des personnes très sérieuses, etc. Mais c'est possible que s'il y a un litige, un problème de casse, que la galerie ne livre pas dans les temps, en passant par nous, vous êtes assuré d'être Parce safe. que c'est la galerie qui livre. C'est la galerie qui livre. Pendant longtemps, on a hésité sur ce point du modèle. Est-ce que Artspur doit gérer la livraison ? Et en fait, les galeries ont tellement l'habitude d'envoyer des œuvres dans le monde entier. Elles ont leur propre habitude, leur propre transporteur dans certains cas, que voilà, elles ont leur caisse, tout ça, tout se passe très bien à ce niveau-là. Sur le site, on peut chercher par œuvre, par artiste, par galerie. Vous donnez des infos détaillées sur chacune d'elles et d'eux. Vous mettez en avant des thématiques, des sélections. Il y a une partie magazine avec des interviews, des conseils. Je crois que vous avez un service client pour accompagner à l'achat aussi. C'est tout ça qui permet de démocratiser l'art ? Complètement. L'idée, c'est de donner l'ensemble des clés. Alors, sur l'expérience sur le site, l'expérience utilisateur, c'est petit à petit, on rajoute, et il y a encore énormément de choses dans les tuyaux qui vont être ajoutées.
c'est que tout simplement des personnes vont rechercher des œuvres absolument par couleur, parfois par prix, parfois sur des choses très très précises, et on essaye de venir fournir la meilleure expérience. On a des personnes qui disent je veux une photo de David Bowie en 70 par 70, noir et blanc, entre tel et tel prix. Aujourd'hui, notre mission, c'est d'être capable de répondre à toutes ces demandes. Et après, sur la démocratisation et surtout pour que les gens mettent un pied dans le marché de l'art, c'est donner un peu tous les codes. C'est-à-dire, on va expliquer que ce soit le champ lexical du marché de l'art, certains mots, certaines techniques aussi. C'est important de comprendre quand on achète une lithographie, comment est fabriquée une lithographie. On va donner des conseils sur l'encadrement, sur la conservation. Et après, on a aussi ce côté un peu magazine thématique, d'expliquer aussi qu'actuellement, il y a tel ou tel artiste qui sont exposés, il y a ce gros événement important à ne pas louper, et aussi des thématiques, parce qu'on a des personnes qui cherchent par thématiques comme les super-héros, comme des œuvres sur New York, et du coup, on essaie de thématiser ça, et après, derrière, il y a aussi une logique référencement naturel, d'avoir un contenu qui remonte bien dans Google, mais voilà, c'est un gros ensemble, mais c'est le gros de notre travail aujourd'hui, c'est ça, c'est de faire venir des gens sur Artspur et les guider et leur donner les bonnes clés de compréhension pour trouver l'œuvre qu'ils souhaitent. Oui, parce que il y a juste quelque chose, c'est qu'il y a toutes ces infos détaillées, c'est très bien, mais une œuvre d'art, moi je me dis que j'ai envie de la voir, de la toucher, c'est un coup de cœur, c'est presque une émotion, donc ça on l'a pas avec un site. Si vous, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'effet waouh, quand vous nous, une partie de notre clientèle par exemple n'est pas à Paris. La plupart des galeries françaises sont à Paris, je crois que c'est plus de 60% des galeries à Paris, c'est 1500 galeries d'art contemporain, il y en a 2500 en France, donc si vous êtes, je vais pas dire de région, mais au fin fond de la France, et que vous n'avez pas la chance de pouvoir venir à Paris faire telle ou telle expo, vous n'avez pas forcément accès. Et c'est aussi la mission d'Artspur. Aujourd'hui, on a des galeries au Danemark, en Afrique du Sud, au Maghreb. Et l'idée, c'est de vous donner accès. Vous avez peut-être flashé sur un artiste, vous n'avez pas possibilité de voir l'œuvre en vrai. Évidemment, c'est toujours mieux de voir les œuvres en vrai et comme tu disais, les sentir, presque les toucher. Mais si on n'a pas ces possibilités-là, avec Artspur, vous pouvez la faire venir chez vous, vous pouvez passer 14 jours avec elle. Généralement, dans 99,9% des cas, si vous l'avez aimé sur une photo JPEG, en vrai, vous ne pourrez pas vous en passer. Vous dites que sur les sites, vous avez une sélection pointue de qualité, mais accessible à tous. Alors, comment c'est compatible tout ça ? Alors, ça passe. L'idée de départ, c'était de travailler avec les galeries, et en travaillant avec des galeries sérieuses qui font ce travail d'accompagnement des artistes. Comme je disais tout à l'heure dans la charte de déontologie, on veille à ce que les galeries ne soient pas juste des marchands, ça soit aussi des galeries qui organisent des expositions, qui vont faire des dossiers pour des institutions pour leurs jeunes artistes. Et quand on disait accessible, c'est qu'on n'a pas un courant type ou un type d'artiste, on est très large dans la sélection des galeries pour justement offrir une vision globale du marché de l'art. Le marché de l'art, c'est pas juste les galeries du Marais, c'est aussi des galeries à Saint-Paul-de-Vence, c'est aussi des galeries au Touquet, c'est aussi des galeries au fin fond de la Belgique. Et nous, notre idée, c'était de refléter ça, et quelqu'un qui cherche un jeune artiste à moins de 500 €, il va pouvoir trouver parmi toute cette sélection. En revanche, quelqu'un qui cherche un artiste confirmé ou un nom du marché de l'art, il pourra aussi trouver. C'est en ça qu'on va être très large. Et après, de qualité, parce qu'on va choisir des galeries. Il y a des toutes petites galeries qui se lancent, qui ont un an ou 2 ans d'expérience, mais qui travaillent avec sérieux et qui font du très bon boulot aussi. Et même si elles ne participent pas à des événements internationaux aujourd'hui, on a envie de les mettre en avant et de les pousser aussi. Parce que vous dites aussi que vous vous adressez aux amateurs et aux collectionneurs, pourtant eux non plus n'ont pas forcément le même profil et c'est pas forcément la même offre, le même discours. Comment vous combinez les deux ? C'est assez marrant parce qu'effectivement quand on s'est lancé, notre cible principale c'était ce qu'on appelait les amateurs non initiés, parce qu'on disait le collectionneur n'a pas forcément besoin de nous, il a déjà son réseau, et en fait petit à petit, à force de sonder nos acheteurs, on se rendait compte qu'on avait un peu des collectionneurs compulsifs, même des gros collectionneurs, des collectionneurs importants qui passaient par nous, et quand on les a sondés pour comprendre pourquoi ils venaient sur Artspur, c'était assez intéressant. Leur réponse c'était toujours la même, c'était j'ai pas forcément le temps de tout voir, j'ai mon réseau de galeries habituel dans lequel je continuerai à aller à acheter, mais grâce à Artspur je découvre 1700 autres galeries et j'ai des coups de cœur sur certains artistes. Et aussi la question géographique, je suis basé à Londres, j'ai pas le temps de venir faire toutes les petites galeries parisiennes du Marais le week-end. Je passe par Artspur pour faire entre guillemets mon marché. Et après, comment on fait cohabiter tout ça sur Artspur, c'est un peu des clés de navigation qu'on ne voit pas forcément si on vient sur Artspur la première fois, mais on va mettre en avant certaines sélections, on va mettre des thématiques, typiquement bientôt c'est la FIAC, on va mettre en avant un onglet avec les artistes qui sont présents à la FIAC, et là c'est plus des personnes initiées qui vont aller sur cette page, pendant que l'amateur non initié va plus rechercher sur d'autres thématiques. Voilà, on essaye de répondre à ça.
Est-ce qu'il y a un type d'œuvre d'art qui se vend mieux? Une catégorie ou un artiste? Chez vous, hein. Ouais, c'est un peu par vague, c'est assez marrant. Il y a des mois où ça va être le street art qui va être au top du top. Ça dépend vraiment de l'actualité aussi du moment. En novembre, par exemple, c'est le mois de la photo. Enfin, il y a la Paris Photo et beaucoup de foires de photos. On va vendre plus de photos. Quand il y a eu JR au Louvre, on vend à ce moment-là du coup des éditions et des photos de JR. Voilà, c'est vraiment en fonction de certains courants. Après, ce qui est assez amusant, c'est que la deuxième catégorie d'œuvres qu'on vend le plus après la peinture sur Artsper, c'est les sculptures. Et quand on s'est lancé, on pensait vraiment pas que ça serait la sculpture, parce qu'on vend des choses parfois assez monumentales, assez grandes. Et pour moi, autant une photo ou un tableau sur photo, on peut se rendre compte. La sculpture 3D, alors qu'on propose juste un JPEG, c'est plus compliqué, mais ça marche. Et c'est une belle surprise en tout cas. Tu parlais de la FIAC et justement quand on s'y connaît pas, on n'ose pas forcément pousser la porte d'une galerie d'art, on n'est pas forcément à l'aise avec le monde de l'art contemporain. Pourquoi cet univers renvoie une image aussi un peu clanique, un peu élitiste? Alors, j'ai pas forcément la réponse à pourquoi cette image-là. Le constat est effectivement beaucoup de personnes. Mais tu le constates. Je le constate, mais malheureusement, en fait, quand j'avais cette image avant de travailler, on va dire, dans le milieu de l'art, évidemment, dans certaines galeries, ça va être vrai. Vous allez être reçu, vous allez être toisé, etc. Mais dans 90% des cas, c'est une mauvaise image. Et je pense que c'est assez impressionnant et je pense qu'il faut être complètement décomplexé. C'est-à-dire que quand vous poussez la porte d'une galerie et que vous posez des questions, dans 90% des cas, je pense que la galeriste va vous répondre, va partager, il y a un vrai échange. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, on a toujours peur. Maintenant, aujourd'hui, je suis complètement décomplexé par rapport à ça, mais quand on vous parle d'artistes que vous ne connaissez absolument pas, il y a toujours ce côté, ok, je suis un peu bête, comment c'est possible de ne pas connaître ou de ne pas reconnaître ce travail-là. Mais il faut poser des questions, et vous verrez que les galeries sont des gens passionnés qui adorent transmettre. Et effectivement, c'est impressionnant de l'extérieur, la vitrine, le white cube classique, mais au final, quand vous rentrez, quand vous poussez la porte, il n'y a plus de soucis, et même les questions de prix, etc. Faut pas que ça soit un frein, et vous allez vous rendre compte que les galeries, dans la plupart des cas, vont vous proposer des solutions, vont vous orienter vers les bons prix aussi. Mais effectivement, après, c'est un milieu qui est assez impressionnant, et surtout des rendez-vous comme la FIAC, où c'est on va dire la crème de la crème de l'art contemporain. Ça peut être intimidant, mais faut y aller, faut pas avoir de complexe, et une fois que vous aurez franchi le pas une fois, après vous vous rendrez compte que c'était pas si terrible que ça. Ben justement, qu'est-ce que tu nous conseilles, par quoi tu nous conseilles d'aller, quel musée ou quelle galerie pour parfaire notre culture artistique en art contemporain? Ce qui est intéressant, c'est déjà de faire les expos, on va dire, muséales, et on a la chance à Paris, enfin, on est à Paris là, aujourd'hui, mais même dans plein de villes, il y a quand même en France énormément d'expositions d'art contemporain. Là, il y a Francis Bacon qui vient de commencer au Centre Pompidou, il y a la Fondation Vuitton qui propose des expos complètement dingues et hallucinantes. Je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'on a la chance à Paris d'avoir un choix ainsi vaste. Et faut aller voir des expos qui vous tentent pour comprendre, des expos d'artistes qui ont marqué l'histoire, pour aussi avoir un peu des clés de compréhension. Et après, je pense qu'il faut se balader. Vous passez un samedi après-midi dans le Marais, vous faites la rue de Turenne, vous tournez autour du musée Picasso, il y a plein de galeries complètement différentes les unes des autres, et vous allez dans un premier temps vous faire un œil, et c'est aussi comprendre ce que vous aimez. Je sais que moi, il y a certaines galeries qui proposent des choses absolument exceptionnelles, mais ça ne me touche pas particulièrement, je ne vais pas forcément y aller à chaque fois. Et d'autres galeries où j'aime la sélection, où je sais qu'à chaque vernissage, chaque nouvelle expo, j'irai. C'est un peu faire son repérage et déjà identifier ce qu'on aime, ce qui nous touche. C'est pas forcément facile, mais c'est à force d'y aller. Et un événement comme la FIAC qui arrive dans un mois, c'est impressionnant, parce que sur le même endroit, vous avez, je crois que c'est 200 galeries, je ne vais pas dire de bêtises, qui vont proposer des choses complètement différentes. Il y a des galeries qui vont avoir des choses très conceptuelles, des galeries de photos, des galeries de sculptures, des installations. Et ça permet de se dire, ok, ça, je suis plus de se faire un œil. Et ça, c'est la première étape. Et après, c'est un peu parfaire ses connaissances en allant discuter, en regardant. Et après, Artsper est un très bon moyen, parce que vous avez accès à 100 000 œuvres, c'est le moment promo. Vous avez accès à 100 000 œuvres, et vous allez vite vous rendre compte que non, le street art, c'est pas mon truc. Du coup, je vais plus aller voir le dessin classique. Et en plus, derrière, on commence à avoir de la donnée pour vous faire des recommandations. Il y a des outils. Il y a un outil qui est bien sur Artsper, c'est suggestion personnalisée. Si vous aimez une œuvre, on va vous en montrer d'autres qui ont un peu le même génome, entre guillemets. Et ça permet un peu de naviguer d'œuvre en œuvre et de se dire, ok, ça c'est plus mon type, et petit à petit, vous faire votre
carte préférentielle, on va dire, ou les courants que vous aimez, ou le type d'artiste que vous aimez. Voilà. Et quelles sont les œuvres d'art ou les artistes qu'il faut avoir vus au moins une fois dans sa vie, pour toi ? Il y en a... Alors, c'est complètement subjectif et c'est... Moi, j'ai adoré, parce que c'est un artiste que j'adore et qui n'est pas très contemporain, c'est pas forcément la meilleure des réponses que je vais faire. C'était Egon Schiele à la Fondation Vuitton. Enfin, il faut avoir vu au moins une fois, je pense, dans sa vie, un dessin d'Egon Schiele, parce que si vous regardez sur Google, sur Internet, on ne va pas se rendre compte, mais quand vous voyez en vrai, vous voyez la folie du type. C'est un peu comme Bacon au Centre Pompidou. J'étais au vernissage lundi soir, et c'est complètement dingue, parce que la personne était torturée, vous ressentez ça. Mais ouais, je dirais Egon Schiele, et aussi... Alors que je ne suis pas on va dire un grand fan de base, mais Basquiat, c'est impressionnant de voir des tableaux de Basquiat, de voir aussi l'impact que ça a eu d'ailleurs sur la pop culture, sur l'art contemporain, même si artistiquement, c'est pas forcément ma tasse de thé. C'est impressionnant, il faut voir. Et après, tous les artistes, il y en a tellement, toutes les grosses rétrospectives des gros musées, il faut essayer d'y aller. Il y a eu... d'un Dali il y a quelques années, même un Jeff Koons, je trouve que c'est intéressant. Il y a beaucoup de polémiques autour de lui. Pareil, je ne suis pas non plus emballé par ce qu'il fait. Quand il y a eu la rétrospective au Centre Pompidou, je crois que c'était il y a 4 ans, c'est quelqu'un qui va marquer un peu l'histoire de l'art, qui s'inscrit dans le temps. On parle de lui, c'est intéressant de comprendre son parcours. Et faire des expos rétrospectives, je trouve que c'est ça qui est bien, c'est de comprendre un peu l'évolution de l'artiste. Il y avait David Hockney l'année dernière, c'est absolument hallucinant. Moi j'adore cet artiste, mais de voir par quoi il a commencé, par quoi il a fini, comment il évolue aussi dans le temps. Et c'est ça qui est intéressant pour, avant de commencer à acheter aussi, comprendre quand on achète un jeune artiste, se dire ok, aujourd'hui j'achète un tableau, il a fait ça, il travaille sur ça, dans 10 ans il va complètement passer à autre chose, ou voir l'évolution. Donc tu es sensible à l'art évidemment. Est-ce que tu aimes la déco ? J'aime bien la déco. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà répondu non à cette question. Oui, dans le podcast, non, personne m'a répondu. Non, mais après, quel est le mot déco ? Est-ce que je passe tous mes week-ends à feuilleter des magazines de déco ? Ça serait mentir que de dire oui, mais non, je trouve que c'est important la déco, dans le sens où, même pour moi, l'art, ça reste, quand on achète une œuvre d'art, évidemment, ça pour chez soi. Si c'est pas pour la mettre dans un corps, c'est pour chez soi, donc ça s'inscrit dans votre déco. Et pour moi, la déco, c'est plus large que le mobilier, le tapis, la tapisserie. C'est vraiment un peu son univers, ça relève plus du lifestyle. Je trouve que quand on rentre chez quelqu'un, on se rend compte, c'est un peu un miroir de la personnalité des gens. Pas toujours exact, mais je trouve que c'est important. Donc oui, là, je m'intéresse à la déco dans le sens où j'ai envie, quand quelqu'un vient chez moi ou quand je vais chez les gens, je regarde un petit peu pour essayer de comprendre aussi les lubies et la personnalité de chacun. Et justement, c'est comment chez toi ? Est-ce que tu as un style déco ? C'est assez marrant parce que je viens tout juste de déménager et du coup c'est assez marrant quand on déménage, on recommence un peu à zéro, on se pose plein de questions et je suis assez, on va dire, entre guillemets minimaliste, mais même dans ce que j'aime dans l'art contemporain, j'aime des choses parfois assez très 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 sobres, et du coup je vais pas dire que c'est sobre parce qu'il y a quand même, on va dire que c'est un joyeux bordel mais organisé. Et moi, mes éléments de déco préférés, chez moi, ça va plus être des bouquins, ça va plus être ce genre de choses. Je suis beaucoup moins... ma femme passe beaucoup plus de temps sur des objets, sur des petits vases, des petits pots, etc. Et moi, ça va plus être du bouquin, du vinyle, ce genre d'éléments de déco. Donc, on est assez complémentaires là-dessus. Créer un univers, qui crée un univers. Juste avant. Et je trouve que c'est aussi des éléments qui permettent, quand vous mettez un livre d'un artiste que vous aimez bien, ou même d'un auteur, un roman en avant chez vous, je trouve que ça permet aussi de créer des discussions avec les gens qui viennent chez vous, qui regardent ça, ça fait vivre, ça participe à ça. Et qu'est-ce qui nourrit ton univers ? Qu'est-ce qui t'inspire ? J'aime beaucoup la musique, particulièrement tout ce qui est vraiment rock, Brit rock même, pour être précis. Brit rock ? Ouais, non, je vais dire que j'ai grandi avec des groupes comme les Libertines, Oasis, après des groupes américains comme les Strokes. Et du coup, c'est plus cet univers un peu rock, mais pas rock. Pas rock des années 80, on va dire. Et ouais, ça vient construire parce qu'il y a tout un univers autour. Il y a certains auteurs que j'aime bien lire du coup. Et même dans l'art contemporain, on se rend compte qu'il y a des ponts entre certains artistes qui se rendent hommage mutuellement. Et je trouve que la musique me nourrit pas mal. Est-ce qu'il y a, alors souvent je demande, quel est ton dernier achat déco et celui dont tu rêves ? Toi, tu as le choix de me répondre soit sur la déco, soit en art contemporain, si tu préfères. Quel est ton dernier achat d'art et celui dont tu rêves ?
Alors, ça va être un spoiler parce que je veux acheter. J'attends une expo c'est pas forcément un artiste qui commence à bien monter et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alexandre Benjamin Navet. Il a une expo qui commence en octobre et j'attends de voir un peu les nouvelles œuvres et je pense que ça sera certainement, on va dire, le prochain achat déco, achat d'œuvres, pardon, même si ça sera pour chez moi. Et après, il y a certains artistes que j'aurais pas les moyens aujourd'hui de les acheter, mais il y a des artistes que j'adore comme Roscoe, comme que j'aimerais un jour pouvoir posséder, même si c'est en plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est un peu l'achat rêvé. Et le dernier achat déco chez moi dans l'aménagement, il y en a eu beaucoup, du coup c'est difficile d'en choisir un. Alors, pour rejoindre le point d'avant, c'est une nouvelle platine de vinyle vintage. T'as tout juste 30 ans, je crois. Ouais, en juin. En juin, bon. Et tu te vois où dans 10 ans ? C'est une question que je me pose pas forcément, parce que je pense que si il y a 7 ans, j'aurais répondu à cette question, j'aurais jamais dit ça. Je pense que je veux... la réponse que je pourrais faire, c'est que je veux garder un pied dans le monde de la culture. C'est quelque chose au sens large, pas que l'art contemporain. Est-ce que c'est continuer à y travailler ? Est-ce que ça sera continuer via Artspur ou d'une autre façon ? En tout cas, je sais que je veux garder un pied dans ce monde-là, dans ce milieu-là, parce que je trouve que c'est indispensable de mettre ça en avant, que ce soit toute forme de culture, le théâtre, la littérature, etc. Je trouve que c'est un peu un échappatoire au quotidien, de pouvoir lire un bon roman, aller voir une belle expo, aller faire un concert. Ça permet un peu de s'échapper et je trouve que c'est important de défendre ça au quotidien et d'y travailler. Je sais que c'est une chance inestimée de pouvoir vivre de ça et de travailler dans ce milieu-là, et j'aimerais dans 10 ans me dire je continue à contribuer d'une façon ou d'une autre à ce développement de ce milieu et à l'accessibilité. C'est un truc aussi, j'aimerais bien plus passer de temps à réfléchir, à me dire comment faire en sorte, pas que dans l'art contemporain, mais que les gens ont accès à tout ça. Internet est une réponse, parce que grâce à Google, grâce à tout ça, vous pouvez avoir accès aux musées. C'est aussi des sujets intéressants. J'ai des amis qui travaillent sur ce genre de projet, sur comment permettre à quelqu'un qui vit à Madagascar, par exemple, de visiter de manière virtuelle le Louvre ou ce genre de choses. C'est des projets qui pourraient être assez délirants, mais aujourd'hui, c'est possible avec la technologie et je trouverais ça génial que le monde soit connecté autour de la culture. Alors, on va terminer avec les questions à Watt 1000, qui sont des petites questions pas cher payées. Alors, question à 27 €, un prix de peinture blanche chez Leroy Merlin. Donc, Leroy Merlin, petit clin d'œil à Hugo Mullier, dont la famille est propriétaire, je dirais, de tout ce groupe. Qu'est-ce qui est pire pour toi ? Un mur blanc sans rien, ou un mur sur lequel il y a, tu sais, ces petites boîtes en chocolat habillées d'une œuvre d'art, affreuse reproduction Andy Warhol à l'envers ? C'est dur. Alors, je sais que chez moi, ça sera forcément un mur blanc et il n'y aura pas forcément ça. Après, si la petite boîte, pour la personne, ça représente un souvenir, un moment de sa vie, alors, je ne lui en voudrais pas, mais c'est vrai que Tu vois ces boîtes de chocolat, moi j'ai un souvenir quand j'étais plus jeune, on trouvait ça magnifique. Je dirais que c'est quand même, je préférerais le mur blanc, du coup, la boîte, on peut s'en passer. Question à 7,90 €, le prix du DVD des Trois Frères. Alors tu es plutôt Braque ou Vasarely ? Vasarely. C'est assez marrant parce que c'est une blague. Chez Artspur, on a les stagiaires sont de plus en plus jeunes, dans le sens les années passent, et c'est une référence que beaucoup de personnes n'ont plus, où on a fait cette blague la dernière fois, on a dû l'expliquer à plusieurs de nos stagiaires pourquoi on disait Braque ou Vasarely, et je me suis pris un sacré coup de vue à ce moment-là. Mais entre les deux, c'est difficile à choisir parce que c'est pas du tout la même chose, mais j'aime beaucoup Vasarely. Après, Braque est un peu sous-estimé, mais il a fait tellement de choses quand on regarde par rapport à son histoire avec Picasso sur le cubisme. Il a quand même apporté beaucoup de choses, mais j'aime beaucoup l'univers de Vasarely. Et question à 3,50 €, le prix d'une boîte de feutre. Qu'est-ce qui a plus de valeur, un dessin de Kees Haring ou un dessin de ton fils ? J'aime, je veux dire, évidemment, valeur sentimentale, mon fils. Et puis en espérant que dans quelques années, ces dessins se vendent aussi cher qu'un Kees Haring. Ça m'irait, j'aurais réussi quelque chose. Mais non, clairement, les dessins de mon fils de 2 ans. Merci beaucoup, François-Xavier. Merci beaucoup. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.